Bonjour à toutes et à tous. Vous le constatez, on est toujours au cœur de la fête de la science, au Muséum national d'histoire naturelle. Alors pour cette émission, on va rejoindre les équipes de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR. En effet, pour répondre aux défis du changement climatique et de la biodiversité, vous imaginez bien que les projets de recherche se multiplient dans tous les domaines, toutes les disciplines de la science, et ça c'est tant mieux. Mais en coulisses, comment s'organise la recherche? Comment tous ces projets sont-ils accompagnés? Comment sont-ils financés? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre équipe de l'ANR. Générique. Et comme nous avons la chance d'être en public, je vais demander au public d'applaudir nos invités. Voilà, je vais vous les présenter tout de suite. Bonjour, chers amis de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Je vois que vous êtes venus en force, en équipe, pour nous présenter tous ces projets. Alors, vous représentez chacune ou chacun un département de l'ANR. Je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par Anne-Hélène Prieur-Richard. Vous représentez quel département? Je représente le département qui travaille sur les sujets reliés à l'environnement, les écosystèmes et les ressources biologiques. D'accord, mais on va voir que tous les départements sont concernés par les problèmes de biodiversité, de réchauffement climatique. Fanny Lachat, prenez vos micros. Bonjour, moi je représente le département numérique et mathématiques au sein de l'agence. Et vous allez nous présenter le challenge IA Biodive. À côté de vous, François Moisan. Bonjour, monsieur Moisan. Bonjour. Donc François Moisan, bonjour. Je représente le département sciences physiques de l'ingénieur, chimie et énergie. Et avec vous, on va développer un très beau projet aussi qui concerne le développement des énergies renouvelables en Afrique. Et nous avons également Tristan Lescure avec nous. Bonjour à tous, moi je représente le département des sciences humaines et sociales au sein de l'agence. D'accord, très important aussi, parce que financer la recherche, c'est important. Faire connaître la recherche auprès de tout le monde, auprès du grand public, c'est très important aussi. On va en parler dans l'émission. Alors un petit mot, d'abord Anne-Hélène Prieur-Richard, parce que tout le monde ne connaît pas l'ANR. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots et nous expliquer son rôle ? Donc l'Agence nationale de la recherche, son rôle, c'est essentiellement de financer la recherche. En France, la recherche est financée de deux façons. D'une part, un abondement général qui va aux organismes de recherche, et puis ce que l'on appelle le financement de la recherche sur projet, c'est-à-dire que des équipes se mettent ensemble, développent un projet de recherche et le soumettent à l'agence pour financement. Concrètement, ça se passe comment? Moi, par exemple, je fais des recherches sur la biodiversité. J'ai besoin de financement. Il se passe quoi? Je réponds à un appel à projet, c'est ça? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on va publier plusieurs fois dans l'année des appels à projets qui peuvent être plus ou moins ciblés sur des thématiques particulières. Et les chercheurs soit répondent individuellement, soit essentiellement pour l'agence répondent de façon collaborative, c'est-à-dire plusieurs équipes ensemble. Elles développent leurs projets sur ce qui leur fait plaisir. Et ensuite, ces projets passent par un comité de sélection qui est formé par ce qu'on appelle les pairs, c'est-à-dire des chercheurs dans leur domaine, des experts, et c'est eux qui vont regarder si le projet a toutes les caractéristiques pour produire des résultats intéressants pour la recherche et la société. Alors, il y a deux genres de types de projets, sans être trop technique. Il y a, je crois, les projets génériques et des projets plus thématiques. C'est ça? Tout à fait. Ce qu'on appelle les projets génériques, c'est en général ce qu'on appelle également initiés par les chercheurs, c'est-à-dire
On ne va pas leur demander de travailler sur une thématique particulière. C'est eux qui décident un peu ce dont ils ont envie de faire. Et puis après, on va avoir des recherches plus ciblées. Et Tristan et Fanny nous donneront un exemple où cette fois-ci la thématique répond soit à un enjeu sociétal, soit à un besoin en soutien aux politiques publiques, ça dépend après. Et donc sur le changement climatique et le développement durable, il y a des appels ciblés. D'accord. Alors, vous financez et vous travaillez avec les chercheurs de tous les organismes de recherche, mais pas seulement. Vous financez, vous travaillez aussi avec ce que vous appelez des porteurs d'enjeux. C'est ça, c'est-à-dire des personnes qui ne font pas partie du monde académique de la recherche. Tout à fait. Alors, nos projets ont toujours un partenaire académique. Oui. Et il peut co-construire son projet avec des porteurs d'enjeux qui peuvent être des entreprises privées, qui peuvent être des associations, qui peuvent être des collectivités locales, et ce, en fonction du sujet de recherche et des besoins. C'est-à-dire qu'on estime que si on souhaite que les résultats de la recherche passent plus rapidement dans le domaine de l'opérationnel, de l'applicabilité, d'avoir les acteurs qui vont les mettre en branle, en lien, sera plus efficace. Donc, par exemple, si on travaille sur l'augmentation du niveau de la mer due à l'augmentation de la température et donc du changement climatique, eh bien, on peut avoir des collectivités locales, des villes qui vont travailler après sur des plans d'adaptation avec des résultats de la recherche. Et les acteurs peuvent être aussi donc issus de, on va dire, de la société civile. Ça, on en parlera tout à l'heure ensemble avec Tristan Lescure. On est en train de faire une sorte de sommaire de l'émission en même temps. Alors aujourd'hui, de plus en plus, et c'est une chance finalement, on a l'impression que les scientifiques de disciplines différentes se rencontrent plus souvent, se croisent. Donc vous devez aussi, dans ces projets, croiser ces différentes recherches ou ces différentes disciplines. Tout à fait. Il y a un continuum, comme on a un continuum du fondamental vers l'opérationnel, on a un continuum de la recherche disciplinaire à la recherche multidisciplinaire. Et donc, on a par exemple dans notre appel, le gros appel national, 19 axes scientifiques sur 56 qui sont sur les transitions et les transformations sociétales et environnementales et qui sont toutes multidisciplinaires. C'est-à-dire avec du numérique et de la chimie, de l'écologie, de la sociologie, de l'histoire des sciences. Tout ça peut arriver en fonction de la question qui se pose. De croiser, on parlera tout à l'heure de l'exemple concret de l'intelligence artificielle au service de la biodiversité et peut-être l'inverse aussi d'ailleurs. Voilà. Et puis des projets français, mais des projets de collaboration internationale. Tout à fait. On finance toujours des partenaires français, mais soit dans des projets nationaux, donc incluant uniquement des partenaires français, ou avec des partenaires européens ou hors Europe. Et effectivement, François nous parlera d'une initiative avec l'Afrique. Et effectivement, pour des enjeux type changement climatique, où il n'y a pas de frontières, où le climat a un impact mondial. Dans l'émission précédente, il y avait quelque chose sur le Gulf Stream. Ouais. Donc on voit bien entre les côtes des Amériques et les côtes européennes, et africaines d'ailleurs. De mettre des chercheurs qui viennent de ces différents pays permet aussi de développer non seulement des connaissances, mais également des solutions qui soient applicables partout dans le monde. Bon, on y voit un petit peu plus clair alors sur l'ensemble du travail de l'ANR. Au total, combien en moyenne de projets financés chaque année ? Alors, on a eu une forte augmentation en 2021 grâce à la nouvelle loi. Une accélération. Voilà, donc l'année dernière, on a financé en totalité pour un budget d'1,2 milliard environ, et ce qui représente pratiquement 2000 projets et du coup environ 5000 équipes de recherche ou porteurs d'agents 5000 qui ont équipes de été financées. recherche. Tout à fait. D'accord. Alors, on va voir tout de suite un cas concret avec vous, François Moisan. Vous êtes responsable scientifique d'un programme dont je vous laisse prononcer le nom. Comment vous l'appelez ?
On l'appelle LEAPRE, c'est un acronyme qui veut dire Long Term Europe-Afrique Partnership on Renewable Energy. C'est en anglais, on ne l'a pas traduit en français, ça veut dire un partenariat de long terme entre l'Europe et l'Afrique sur les énergies renouvelables. C'est très précis, hein. L'objectif, c'est de permettre l'accès à l'énergie de façon renouvelable, une énergie renouvelable au maximum de personnes en Afrique, essentiellement dans des zones rurales, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas, comment on dit, sur le réseau, quoi, le réseau électrique, c'est ça? Exactement. Peut-être quelques chiffres pour resituer et expliquer pourquoi c'est un enjeu vis-à-vis du changement climatique. L'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. Sur les 8 milliards qu'on sera le 15 novembre prochain, d'après ce que j'ai vu. C'est 17% de la population mondiale, l'Afrique. L'Afrique est responsable de moins de 4% des émissions de CO2 sur la planète. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu énorme, parce que sur ces 1,4 milliard d'habitants en Afrique, il n'y en a que 1 sur 2 qui a accès à l'électricité. C'est-à-dire qu'il vit suffisamment près d'une ville pour avoir un réseau existant qui lui fournit de l'électricité. Une électricité qui n'est pas toujours très fiable. Donc l'enjeu derrière ça, puisque l'Afrique va se développer, l'estimation c'est que d'ici 2050, donc d'ici 25 ans, la population de l'Afrique va doubler. C'est ça, il va y avoir une augmentation énorme. C'est la croissance la plus forte, le continent dont la population croît le plus fort au monde. Donc l'enjeu, c'est ces habitants africains dont l'objectif, je le rappelle, des Nations Unies, c'est d'avoir d'ici 2030 la totalité de l'accès à l'électricité en Afrique. Ça, c'est l'objectif. Ce qui est très ambitieux, 7. certainement. Mais comment va se faire cet accès à l'électricité pour ces populations rurales dont le problème, c'est que les réseaux centralisés, les réseaux des États, ne pourront jamais se développer suffisamment pour aller dans ces zones rurales à faible densité. C'est trop coûteux. Ce n'est pas possible d'investir sur ces solutions. Heureusement, on a un nouveau paradigme avec les énergies renouvelables dont les prix ont décru très fortement depuis 10-15 ans. Le prix du photovoltaïque, du solaire, les prix de l'éolien, la petite hydraulique, la géothermie. Donc toutes ces solutions peuvent être décentralisées et contribuer à ce que chacun ait accès à l'électricité. Ça permet une autonomie. À des non villages. seulement ça permet une autonomie, mais ça permet même d'avoir l'électricité qu'ils n'auraient pas seulement. Oui, alors, en plus. On a deux types, à part les réseaux centralisés, on a 2 types de solutions. Soit les petits réseaux, on appelle ça des mini-grids en anglais, et qui jusqu'à présent se développent un petit peu, mais avec du diesel, des groupes diesel, donc très cher dans la situation énergétique actuelle, la plus récente. Le prix du diesel explose en Europe et en Afrique, bien sûr. Beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc l'enjeu vis-à-vis du climat, c'est de faire en sorte que, effectivement, toutes ces populations, donc plus d'un Africain sur 2, et la population croît plus vite actuellement que les raccordements, donc que l'on puisse trouver des solutions. Et ça, même si le photovoltaïque et l'éolien ont baissé leur prix, il faut trouver des solutions. Et ça, on a besoin de recherche, on a besoin d'innovation. Alors ça peut se faire soit à travers ces petits réseaux, soit des installations individuelles qui apportent les besoins qu'on appelle essentiels, c'est-à-dire l'éclairage, pour pouvoir notamment étudier le soir. La recharge des téléphones portables, c'est devenu un besoin essentiel. La télévision, un peu. Et c'est pas un luxe, simplement le téléphone portable comme ça, non, parce que là-bas, c'est vraiment essentiel aux femmes, par exemple, pour travailler, tout le monde pour et maintenir le lien social aussi. Donc c'est pas. Bien sûr, et c'est devenu un besoin évident. Et alors, il faut non seulement leur apporter ces besoins essentiels, mais il faut aussi couvrir des besoins qu'on appelle productifs, c'est-à-dire qu'ils soient générateurs d'emplois et de revenus, de façon à éviter l'exode rural qui se produit actuellement en Afrique. Donc c'est aider le développement économique. Aider au développement. Alors ça peut être de pouvoir, par exemple, la chaîne de froid. 40% de la production agricole de l'Afrique est perdue. À cause du problème de conservation des aliments. Notamment, pas seulement, mais à cause du problème de conservation des aliments. Donc apporter du froid, c'est faire en sorte qu'effectivement, il y ait moins de pertes alimentaires. D'accord. Apporter du froid. Alors bon, vous le disiez, pour le confort individuel, avoir de la lumière, ce qui permet déjà aux enfants de pouvoir travailler quand ils sortent de l'école, mais également permettre un développement économique de petits artisanats, de petites entreprises au niveau local.
Voilà, ça permet d'avoir par exemple une machine à coudre, un poste de soudure pour développer de l'artisanat, des travaux, et encore une fois créer de l'emploi et éviter un exode rural. Et limiter, alors bien sûr, si on peut faire ça avec des énergies renouvelables, et là on a besoin de recherche, on a besoin d'innovation, et donc dans ce programme que nous conduisons, et que l'ANR coordonne avec 17 agences de financement équivalentes à l'ADEME, à l'ANR, en Europe et en Afrique, ça permet effectivement pas seulement de transférer de la technologie, mais de co-construire avec les Africains les technologies de demain. L'objectif, c'est aussi, par exemple, parce que c'est important en Afrique, d'éviter de faire la cuisine avec le bois, par exemple. Alors, on parlait d'accès à l'électricité. L'autre challenge, l'autre défi, c'est effectivement, au niveau mondial, on a 2,5 milliards d'habitants. Donc, vous voyez, par rapport aux 8 milliards qu'on a, 2,5 milliards d'habitants dont les modes de cuisson reposent encore sur le bois de feu et la biomasse. Avec un travail des femmes pour aller couper le bois, plusieurs heures par jour, ça représente, c'est considérable. Et puis des émissions de polluants dans la maison, mais aussi des émissions de CO2, bien sûr. Et donc là aussi, comment arriver à des solutions de cuisson modernes et propres, c'est un enjeu qui effectivement s'adresse à la population scientifique et aux innovateurs des deux continents. Oui. Donc, dans les projets auxquels l'ANR conduit, et encore une fois, on coordonne l'ensemble de ces agences, on a des solutions qui émergent et qui pourront permettre de se passer de bois de feu, tant que faire se peut, d'éviter la déforestation et effectivement de trouver ces solutions. Donc, ce qui est important de voir, c'est que ce sont des projets de coopération. Chaque projet est conduit par des équipes européenne et africaine. C'est pas un transfert de technologie. C'est pas un transfert de technologie. C'est vraiment une collaboration, une coopération. Tout à fait. Et c'est effectivement, je reviens là d'une conférence où on a rassemblé, on avait plus de 280 équipes de recherche européennes et africaines. Et davantage d'Africains que d'Européens qui participent à ces travaux. Donc je crois que c'est vraiment très important de procéder à travers ces co-constructions de recherche. D'accord. On peut prendre un exemple concret qui s'appelle Eureka. Oui, ça. Il est tout à fait. C'est pas Eureka. Hein. Non, c'est Eureka. C'est un projet que j'aime beaucoup. Voyez, ce que j'évoquais, donc les solutions qu'on a actuellement avec les énergies renouvelables, c'est par exemple sur le toit d'une maison de mettre un capteur photovoltaïque, une petite batterie qui va permettre d'avoir l'électricité pour l'éclairage, la recharge de téléphone portable, la télévision, etc. Et puis la maison d'à côté, elle va faire pareil. Et on va avoir, mettons, dans un village, 5 maisons qui sont équipées, mais chacun individuellement. Et le projet Eureka, il vise à construire ce qu'on appelle non pas un mini-réseau, mais un nano-réseau. C'est-à-dire qu'on va regrouper ces 5 producteurs et consommateurs d'électricité ensemble, on va les relier avec des câbles en courant continu, et puis on va faire en sorte qu'ils puissent s'échanger l'électricité qui sera produite collectivement, et donc on commence à construire une communauté. Oui. Et derrière ça, il y a des sciences sociales. Je regarde Tristan parce que effectivement, on ne peut pas construire ça simplement en le décrétant. Il faut associer chacun des ménages à cette construction d'un réseau commun et de le gérer de façon commune, je dirais, ensemble. C'est un très beau projet, je trouve. Si on le faisait au niveau individuel, chaque maison avait juste... on n'en sortirait pas, ça ne marcherait pas. Non, et puis ce qu'il y a, c'est qu'on pourrait produire de l'électricité qui ne serait pas utilisée à certains moments. Oui. Et à d'autres moments, il y aurait des besoins d'un ménage qui ne pourrait pas être satisfait alors que son voisin a un excédent. Je vous souligne simplement qu'en Europe, en France, on n'a pas le droit de faire ça. Ah oui. Ben non, on ne peut pas. Si on revend, il faut le revendre au réseau, à Électricité de France, mais on ne peut pas dire je produis chez moi, je le vends à mon voisin. Donc ce qu'on construit en Afrique, finalement, c'est le réseau de demain. Oui, tant mieux, on va dire alors, voilà, parce que là, c'est possible. Tout à fait. C'est complètement possible. C'est un énorme travail, tout ça, c'est un énorme challenge. C'est pas un peu idéaliste parfois je me fais un peu l'avocat du diable. L'objectif numéro 7, je crois, de l'ONU, les objectifs de développement durable, c'est dire qu'en 2030, tout le monde, toute l'Afrique doit avoir accès à l'énergie renouvelable.
je pense qu'on n'arrivera pas en 2030 à 100%. Mais ce n'est pas parce qu'on n'arrivera pas à 100% qu'il ne faut pas y aller de plus en plus. Ce programme est quand même un programme très important. Hein, c'est 32 millions d'euros qui sont mis en recherche et développement pour des projets de coopération et de renforcement, ce qu'on appelle renforcement de capacité, c'est-à-dire faire en sorte que les équipes africaines soient elles aussi au top niveau, au niveau mondial. D'accord, en tout cas vous allez motiver et d'y croire. On est motivé, oui. Merci. Fanny Lachat, vous l'avez dit, vous représentez le département numérique et mathématique de l'ANR. On a envie de se dire, bah tiens, mais qu'est-ce que vous faites là? On est en train de parler de développement durable, de biodiversité. Qu'est-ce que vous venez faire là? Alors, je vais vous présenter un challenge qui effectivement met en commun les experts d'IA et les experts en biodiversité. Donc, comme vous l'avez dit, c'est de plus en plus demandé par la communauté, par les deux communautés, de travailler ensemble sur une même problématique pour résoudre des questions d'IA et de biodiversité dans ce challenge-ci, par exemple. D'accord. Alors, racontez-nous ce projet. Que peut déjà apporter l'intelligence artificielle à la biodiversité ou à l'étude de la biodiversité? Dans ce projet, le but pour les équipes qui ont été sélectionnées est de produire, au bout des 4 ans, des indicateurs d'intelligence artificielle pour la prédiction de la biodiversité, qui peut être effectivement des questions sur la densité de poissons, la densité de coraux, la température des océans, etc. Tout ça grâce à des outils développés grâce à des experts en intelligence artificielle. C'est ça, parce qu'on a déjà des données, mais il y a un petit problème dans le domaine de la biodiversité, c'est qu'on n'arrive pas à suivre, j'allais dire presque au jour le jour, ou régulièrement, les changements des écosystèmes. Pour être concret, autour d'un étang, on peut d'un seul coup avoir une usine qui s'implante. Et ça, on ne le sait pas. Donc, on va créer des modèles grâce à l'intelligence artificielle qui vont permettre de faire ce suivi, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est vrai qu'il y a des données qui existent. Il y a déjà quelques modèles qui existent. Mais grâce à une coopération entre équipes et une coopération entre experts d'IA et biodiversité, on va pousser ces modèles d'IA pour qu'ils deviennent plus performants, plus robustes et qu'ils puissent être plus utiles aux experts, mais aussi aux décideurs politiques, par exemple. D'accord. Il faut préciser que l'ANR, c'est un opérateur qui dépend de l'État, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui doit répondre à ces demandes, mais qui a aussi la possibilité de prendre des initiatives et qui est force de proposition. Et ça s'inscrit dans ce cadre-là? Oui, absolument. C'est effectivement... des appels, celui-là ou d'autres, qui effectivement viennent de nos décideurs et du ministère, oui, tout à fait. D'accord. Alors, pourquoi cette volonté de rapprocher des chercheurs de l'intelligence artificielle et des chercheurs de biodiversité? Alors, pour ce challenge-là, ça a été vraiment une volonté déjà du domaine de la biodiversité qui voit qu'ils ont des indicateurs qui existent, mais qui sont effectivement limités et qui connaissent les pouvoirs de l'IA, mais qui ont peut-être pas encore assez de compétences tout seuls pour y arriver. Donc, c'est vraiment une demande de la communauté qui dit non, on sait qu'on peut faire mieux. On sait qu'en collaborant avec d'autres domaines, avec des experts en IA, on peut aller plus loin et on peut trouver effectivement des indicateurs qui pourront répondre de mieux en mieux en étant plus robustes, en ayant besoin peut-être de moins de données qu'on a besoin actuellement pour des questions très, très pratiques, très utiles pour la biodiversité. Alors là, dans ce cas précis, ça s'appelle le challenge IA biodiversité. C'est quoi un challenge? Un challenge, c'est un dispositif de financement de l'ANR qui fait collaborer des équipes ou parfois pas collaborer mais en compétition. Mais ce challenge-là, c'est en tout cas collaborer autour d'une même question scientifique. Donc on pose une question scientifique au départ, dans le texte de l'appel à projet. Et donc les scientifiques y répondent et ils doivent chacun à leur manière essayer de répondre à la question scientifique. Donc l'idée, c'est que pour la question ici des indicateurs, eh bien, il y a 3 équipes qui ont été sélectionnées pour financement. Et on va avoir 3 façons de faire des indicateurs qui vont peut-être s'inspirer les uns des autres pour, à la fin, au bout des 4 ans, ce challenge dure 4 ans, en avoir très bon, en avoir 3 très très bons
Voilà. C'est pas une compétition. Ce challenge-là, c'est pas une compétition, c'est vraiment une collaboration. Il y a 3 équipes, 2 françaises. Et une franco-africaine. Et une franco-africaine. Et donc, ils ont 4 ans, en fait, pour faire ce travail et remettre leurs conclusions à la fin. Pour travailler ensemble, faire ce travail, répondre à la question, partager les données, partager leurs connaissances, les ouvrir entre eux, mais aussi à leur communauté. D'accord. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, le but, c'est de mettre en place un modèle d'intelligence artificielle. C'est pas de commencer à faire du recensement. Toutes les équipes partent avec les mêmes données qui sont issues des mêmes organismes. C'est tout à fait ça. On leur fournit les données. Même ils n'ont même pas à récolter les données. S'ils le veulent, si c'est intéressant pour eux, bien sûr, ils le peuvent. Mais en tout cas, les données sont fournies. Par nos collaborateurs dans le challenge. Et donc, ils partent effectivement tous au même niveau, comme vous l'avez dit. D'accord. Sur des zones géographiques bien précises, Méditerranée... Puis Pacifique. Pourquoi? Voilà, donc d'abord 2 ans sur la Méditerranée, ensuite 2 ans Pacifique. L'idée, c'est que pour que ils vont d'abord devoir créer des modèles d'IA sur la Méditerranée et puis ensuite tester si ces modèles peuvent être généralisés au Pacifique et voir si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, mais voir ce qui doit être modifié, ce qui doit être un peu ajusté pour qu'un modèle soit plus généraliste et pour qu'un modèle fonctionne dans plusieurs milieux, ici aussi bien dans la Méditerranée que le Pacifique. Donc un modèle très fort, très généraliste. On en est où actuellement du challenge? Du challenge, les équipes ont commencé en février. Donc on en est aux premières réunions d'équipe, aux premières mises en place. Donc pas encore de résultats à vous. Et par équipe, c'est à peu près combien de chercheurs? Combien de chercheurs? Alors, il y a beaucoup de chercheurs qui vont embaucher des doctorants. Les équipes vont toutes augmenter autour des 4 ans. Elles sont en train de se constituer? Voilà, mais c'était environ... c'est difficile à dire. 4 chercheurs, plus tous les doctorants, plus tous les gens qui vont venir avec eux. D'accord. C'est intéressant, là, finalement, est-ce que vous les voyez de près? Vous mélangez des disciplines scientifiques différentes avec des chercheurs qui viennent d'horizons différents. Il doit y avoir des mathématiciens, informaticiens, vous avez des biologistes. C'est tout à fait ça. C'était d'abord un premier challenge pour eux, c'était de créer une équipe avec toutes ces expertises dedans et qui arrivent à parler le même langage. C'était d'abord, mais voilà, c'est des équipes qui sont avec toutes des experts en IA à l'intérieur, tous des experts en biodiversité à l'intérieur et qui donc vont collaborer. Très bien, vous nous tiendrez au courant de l'avancée du projet. Merci beaucoup. Tristan Lescure, vous, on le rappelle, vous êtes au département sciences humaines et sociales. Oui. Très important d'ailleurs, parce que j'ai l'impression, heureusement aujourd'hui d'ailleurs, on parle de plus en plus des sciences humaines et sociales dans la recherche. Complètement, vous l'avez vu, les sciences humaines et sociales, chacun de mes collègues en ont parlé dans leurs disciplines respectives. Et c'est ce qui est intéressant, voire même passionnant, c'est que ça traverse l'ensemble des disciplines et d'où l'importance de poursuivre les financements dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Et aussi, les sciences humaines et sociales, forcément, aujourd'hui, sont sollicitées dans les questions de biodiversité, dans tous les domaines. Complètement, dans tous les domaines. Tous les domaines. Et bon, je le retrouve encore aujourd'hui dans ce dont on va parler dans quelques instants, mais c'est ce qui est passionnant, justement. Alors, on en parlait au tout début. L'ANR, sa vocation d'origine, c'est de soutenir la recherche, d'accompagner les chercheurs, etc. Mais c'est aussi d'aider à transmettre cette connaissance, ces acquis scientifiques auprès, je vais dire, du grand public. Enfin, dans ce grand public, on peut mettre beaucoup de monde. Ça peut être des décideurs, ça peut être des citoyens, ça peut être n'importe qui, ça peut être moi. C'est ça aussi. Tout à fait. Alors, comment on le fait, comment ça se présente pour nous à l'ANR, en fait, c'est notamment aussi lié à la loi de programmation de la recherche. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais justement, celle-ci, elle prévoit quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle laisse une place assez large, en fait, à une conception renouvelée de la relation entre les sciences, la recherche et les citoyens, donc la société dans son ensemble. Et pour ce faire, en fait, l'ambition pour nous, à ANR, ça a été vraiment de pouvoir mêler sur un terrain les académiques et les non-académiques. Donc, comment on a mis en place cela à l'ANR? En 2021, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt qui a permis un petit peu de sonder le terrain, les différents acteurs, de toutes disciplines confondues. Ils ont répondu à cet appel à manifestation d'intérêt et nous, à travers un dépouillement et toute l'équipe qui est au sein du département SHS a travaillé là-dessus. Et
ça reboucle un petit peu avec ce qu'on disait sur un petit peu l'autonomie qu'on a au regard du ministère. On a pu définir tout un programme, le programme Science avec et pour la société, qui se définit en 2 grands volets. Un volet vraiment assez classique, comme on l'a dit, un volet d'appel à projet, et un autre volet un petit peu plus dédié à la communication plutôt liée vers le grand public, je dirais, qui est sur des projets d'abondement qui financent, en fait, qui apportent du financement complémentaire à des projets qui sont d'ores et déjà financés par l'agence. D'accord. Pour être très concret, ça veut dire que lorsqu'il y a une somme qui va vers une recherche, il y a une partie de cette somme qui est consacrée à justement la transmission de la connaissance, au partage des connaissances, c'est ça? Exactement. Alors dans le volet abondement, comme on le dit un petit peu vulgairement, qui est plutôt la... Dans votre jargon. C'est ça, dans notre jargon. C'est justement cela. C'est-à-dire que c'était des projets qui finançaient tout type de recherche, mais dont l'objectif de cet abondement, c'est de pouvoir finalement décloisonner la recherche et les chercheurs et de pouvoir en faire une communication auprès du grand public. Et donc, comment cela se produit? L'ensemble, évidemment, comme toujours, on coopère principalement avec des laboratoires de recherche. On leur a demandé qu'ils répondent via des différentes lettres de cadrage et à travers lesquelles, eh bien, les lettres de cadrage définissaient une moyen de communiquer à travers beaucoup de structures. Ça pouvait être des services de valorisation des sociétés, des musées, des associations, des entreprises, des ONG, tout type de structure. Et c'est ce qui rend la chose intéressante finalement. D'accord. Et donc, ça y est, ça c'est en place, la loi de programmation dont vous parliez tout à l'heure, elle fait 2021-2030. Tout à fait. Alors, je crois, et ça va se développer sur toute cette période. Exactement. En fait, il y a tout un... Et c'est justement ce qui rend la chose très intéressante. Finalement, elle dispose que l'ANR peut dispenser jusqu'à 1% de son budget dédié à la science avec et pour la société. Donc justement, on a mis en place toute une série d'appels à projets qui vont justement se dérouler sur l'année en cours. Là, il y a actuellement des appels qui sont ouverts. Vous pouvez nous en citer quelques-uns à titre d'exemple? D'appels à projets, bien sûr. L'appel recherche participative qui est actuellement ouvert, qui clôture très prochainement, qui justement associe les laboratoires de recherche et là, pour le coup, tous les différents types d'acteurs, quels qu'ils soient, tant qu'évidemment que ces acteurs-là font de la recherche quelque part, puisque faut pas oublier qu'à l'ANR, on finance de la recherche, on essaie de financer l'excellence dans celle-ci, et donc justement, ils peuvent répondre à cet appel à projet qui, je dois le dire, connaît un certain succès. Ah bah oui, mais justement, ça c'est important. Parlez-nous un petit peu du développement de la recherche participative que vous... Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit? Oui, alors concrètement sur les appels qu'on finance actuellement, qui est en cours, non, je ne peux pas vous dire, parce que c'est pas encore sorti. Des exemples que vous auriez déjà soutenus? Alors oui, parce que c'est vrai que la recherche participative, c'est quelque chose qui existe à l'ANR, qui n'existe pas, c'est pas une nouveauté pour nous de financer des projets de recherche participative. On en a financé un, dont j'ai en tête, qui s'appelle le projet Climax, qui associe justement une équipe de recherche en Argentine avec des agriculteurs locaux et qui justement était concentré à effectuer de la coproduction de savoir pour lutter contre le changement climatique. D'accord. Très bien. Donc, et ensuite, j'allais dire, il y avait un projet aussi qu'on avait évoqué, Fripon, non? Oui, c'est vrai. Ça existait aussi. Fripon également, on l'a financé. C'était un très très beau projet qu'on a financé. Je dois dire, je ne suis pas le spécialiste du projet Fripon pour le coup. D'accord. Mais justement, ça a été un des projets phares. Permettre que le grand public apporte un coup de main, on va dire, aux astronomes à travailler sur la recherche de météorites tombées sur Terre, etc. À tel point, pour vous montrer que c'est des sujets qui touchent particulièrement l'ANR, ce projet en particulier a été un des projets phares que nous avons mis en avant pour l'agence. Donc justement, le rapport que nous essayons de maintenir et d'avoir avec la société, il est très fort et il ne cessera, je pense, d'exister tout au long de la loi de programmation de la recherche, voire peut-être, qui sait, après. D'accord. Alors, ces appels à projets font l'objet d'une sélection, après, avec un jury particulier, puisqu'il y a des représentants de la société civile, si j'ose dire. Eh bien, justement, dans le cadre de cet appel en cours, on est en train de monter un comité d'évaluation scientifique et comment ça se passe, la sélection au sein de l'ANR? Ce sont sollicitations par les pairs. Donc, pour le coup, dans le cadre d'un appel très particulier, qui est les recherches participatives, il y aura des membres académiques,
universitaires de renom qui sont acculturés à la recherche participative, mais pas uniquement. De l'autre côté, il y aura justement des acteurs de la société civile. Évidemment, je ne peux pas dire encore qui seront ces gens, mais je peux vous le confirmer, il y aura des personnes qui auront vraiment fait de la recherche participative, issues de structures qui sont habituées à le faire. Donc là-dessus, les projets seront effectivement évalués par leurs pairs sur ces questions. D'accord. Pour conclure, je vais vous donner la parole à chacune d'entre vous. Comme vous voyez, vous, les projets arriver, vous contribuez aussi à lancer les appels à projets, mais est-ce que de l'intérieur, vous êtes dans les coulisses, vous avez le sentiment d'avoir de plus en plus une recherche qui s'oriente et qui pourrait aider à développer, trouver des solutions dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, de la protection de la biodiversité? Quel est votre sentiment à vous, qui voyez ça de l'intérieur? Alors, il y a effectivement un intérêt plus important aussi des politiques publiques de se baser sur les résultats scientifiques. Oui. Donc, il y a un encouragement à aller dans cette voie-là. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ce qui est réellement important, c'est le continuum de recherche. C'est-à-dire, effectivement, on a besoin de recherche ciblée sur ces questions, Oui. mais on a besoin de recherche fondamentale très libre, parce qu'en fait, ces résultats vont nourrir une recherche ciblée et vice-versa. Donc, effectivement, l'exemple que vous citiez de Fripon, où les citoyens regardent les météorites qui tombent, les récoltent, envoient ces données-là après à de la recherche très fondamentale sur comment marche notre système solaire, sont des aspects qui pourront servir, même si c'est un peu lointain, à comprendre comment le climat et notre atmosphère fonctionnent. Pas oublier l'importance de la recherche fondamentale, très important. Pas un mot pour conclure sur votre... Oui, on voit bien que, vu la croissance de la population africaine, c'est un enjeu énorme, pas que pour les Africains, pour la planète entière, de faire en sorte qu'en 2050, la population africaine ait une croissance qui ne soit pas calquée sur ce que nous avons fait pendant 20 ou 30 ans. Effectivement, que ce soit une croissance sobre et qui apporte une croissance économique importante. À travers les projets qu'on soutient, on voit bien qu'il y en a qui sont de relativement court terme, sur le projet Eureka qu'on évoquait, et puis il y en a qui sont de beaucoup plus long terme. Il y avait un projet, c'est l'hydrogène naturel, parce que l'hydrogène naturel, ça existe, qui sort de terre, de la géothermie, qui est généralement des grandes installations à l'échelle d'un village. Ça existe en Éthiopie. On commence à pouvoir le maîtriser. Donc, et tout ce qui relève du digital permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc il y a à la fois de l'innovation, puis aussi de la recherche plus fondamentale qui est nécessaire pour arriver. Très bien. Fanny? Oui, moi, à travers le challenge, j'ai un autre appel dont je m'occupe. Je vois vraiment cette envie des communautés de collaborer. Cette envie des communautés de s'inspirer l'un de l'autre, de travailler ensemble pour répondre à des questions effectivement écologiques, biologiques, de biodiversité. Donc c'est vraiment ça qui est important. C'est ça. À peu près la même chose que Fanny, je dirais, dans le cadre de l'appel qui est en cours, recherche participative. On le voit qu'il y a une vraie mobilisation de chacun des acteurs sur ces questions précisément. Donc l'ANR répondra évidemment au regard de la sélection, sûrement avec certains de ces projets, à ces questions très précises. Mais justement, dans la science pour la société, je ne l'ai pas dit, mais je le précise là justement, il y a aussi une aide l'appui à la décision, à la politique publique. Justement, il y aura un appel dédié sur ces questions-là, et il est fort à parier que les questions sur le changement climatique, ces enjeux seront très suivis dans le cadre de cet appel. Eh bien, merci beaucoup à vous quatre de nous avoir expliqué ces aspects de la recherche qu'on ne connaît pas toujours beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission réalisée en direct depuis la Grande Galerie de l'évolution du Muséum national d'histoire naturelle de Paris qui nous accueille pour cette fête de la science. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Science en direct. Merci.